dans cette séance, on va essayer, avec les intervenants qui sont à la tribune, de nous demander, pas à pas, peut-être comment la question du désir se pose aujourd'hui. Elle est à la fois éternelle et en même temps, y a-t-il de l'inédit, du nouveau dans la manière dont le désir fait problème? Le désir a-t-il changé de forme, d'imaginaire, de place, ou bien sont seulement les objets plus ou moins obscurs de nos désirs qui sont nouveaux? Je vous donne quelques pistes dont nous allons forcément parler, on y reviendra. D'abord, nous parlons à une époque où le désir n'est plus culpabilisé, bien au contraire, il est valorisé, presque sacralisé. Nous sommes tous nés, oui, même nous, après le jouissez sans entrave des années 60-70, qui fut le mot d'ordre de ce qu'on a appelé la libération des mœurs et surtout la libération sexuelle. Le désir est reconnu comme même socialement, comme un mode essentiel d'être de l'individualisme contemporain. Ensuite, depuis Freud et les neurosciences aujourd'hui, nous en savons beaucoup plus sur le fonctionnement de nos désirs sexuels, émotionnels, créatifs, le fonctionnement du plaisir, qu'est-ce qui fait la motivation, tout ceci pourrait désenchanter peut-être le désir. Est-ce que la libido est une chimie cérébrale? Enfin, dernier point là, sur lequel j'imagine que nous allons pas mal discuter, la société de consommation est essentiellement promesse de bonheur par la réduction du manque. Le désir, donc, en tant qu'il est conscience du manque et quête de satisfaction, est donc au cœur du marché, ne dit-on pas consommer, y compris pour une relation sexuelle. Comment le marketing exploite-t-il nos désirs? L'immédiateté d'Internet, l'hyper-disponibilité de tous les objets, individus, expériences, informations à tout moment, est-il un mode de contrôle des désirs qui ne dit pas son nom? Non en les empêchant, mais en les démultipliant. Est-ce que finalement, à force de créer des désirs, il peut aussi les réduire? La société d'abondance, de multiplication des choix individuels, peut fabriquer des addictions, mais aussi des formes d'aboulie, d'absence de volonté ou d'absence ou de la fameuse assédie qui était le grand risque des mystiques et du philosophe, la panne du désir. Qu'en penser? Le désir est-il triomphant ou au contraire est-il menacé? Donc, nous allons commencer par 3 mini-conférences que nous écouterons successivement, puis ensuite nous aurons un temps de reprise et de discussion entre nous, puis enfin un temps que l'on ménagera assez long pour répondre à vos questions et discuter avec vous. Alors, je vous présente mes invités. D'abord, Martine Cador. Vous êtes une neurobiologiste du comportement. Vous travaillez à l'Institut des neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine, à l'Université de Bordeaux. Vous nous parlerez de la manière dont le désir peut être décrit scientifiquement et vous détaillerez une des pathologies du désir sur laquelle vous travaillez particulièrement, qui est l'addiction. Benoît Elbrun, philosophe de formation, à ma droite. Vous êtes nourri de la sémiologie de Barthes, Baudrillard. Vous êtes professeur de marketing à l'ESCP Europe. J'imagine que vous êtes tous candidats, ou pour la plupart, à cette grande école. Et vous êtes consultant en stratégie de marque. Vous êtes aussi éditeur et auteur. C'est à vous qu'on doit les parfaits que sais-je que je vous recommande sur le packaging et sur la marque. Et plus récemment, une réflexion plus large parue chez Robert Laffont, l'obsession du bien-être, qui d'ailleurs va paraître en poche cette année. Et enfin, Philippe Danino, le philosophe de la bande, enfin l'autre philosophe, qui remplace donc Pierre Zaoui, qui avait été initialement annoncé, qui était indisponible, qui est comme Pierre, et d'ailleurs un spécialiste de Spinoza. Vous êtes professeur agrégé de philosophie et vous enseignez dans le secondaire, mais aussi en prépa commerciale à Paris. Vous avez publié notamment Le meilleur ou le vrai,
après Spinoza et l'idée de philosophie aux publications de la Sorbonne. Spinoza, c'est un peu l'auteur incontournable sur le sujet du désir. Alors avec vous, peut-être nous allons commencer avec vous, nous allons plonger dans la notion pour une traversée philosophique. Parce que c'est comme ça qu'on commence à penser, c'est par cela qu'on commence pour pouvoir penser, c'est-à-dire savoir de quoi nous parlons, préciser les termes, premier travail essentiel pour pouvoir débattre. Voilà, c'est bon, ça va? Super. Bon, merci beaucoup de cette invitation. J'ai relativement peu de temps. C'est pas déjà une excuse que je voudrais prendre pour préparer cette intervention, même si j'ai déjà un peu travaillé sur cette notion. Alors, je ne vais pas, dans le peu de temps qui nous est imparti ici, je ne vais pas, si vous voulez, développer véritablement ni une doctrine du désir, ni donc telle ou telle philosophie. Mais plutôt, je voudrais m'attacher à ressaisir, quitte à reparler de certains points dont vous avez très certainement entendu parler en cours, à ressaisir, à articuler un certain nombre de points qui me paraissent à la fois essentiels et élémentaires sur cette notion de désir, en essayant de le faire d'une façon qui ne soit pas trop élémentaire. Alors, on ne peut que commencer par constater une très étonnante panoplie, évidemment, des désirs humains. Alors, à moins que ce soit toujours le même, on va se poser la question, des désirs donc multiples, variables, aussi bien donc, du point de vue de leur genre que des objets que nous recherchons, que nous tendons à acquérir ou encore à conserver. Donc, qu'ils soient de boisson ou de liberté, que de vengeance, de sagesse, de santé, de connaissance. Tous les hommes désirent naturellement savoir, on vient de l'évoquer. Qu'ils soient d'éternité ou d'immortalité, les désirs donc sont aussi bien tournés vers des objets, désir d'avoir, des activités, désir de faire, des états, désir d'être, des valeurs, des personnes, etc. Ils sont du corps aussi bien que de l'âme. Et c'est au point que nous pouvons nous demander d'ailleurs s'il nous arrive de cesser un instant de désirer quelque chose, de désirer nous sentir comme ceci ou comme cela, d'être ou de ne pas être là, d'accomplir ou non nos obligations, etc. Bon. Alors, en outre, et c'est peut-être là leur tout premier caractère ambivalent dans l'ordre moral, nous éprouvons nos désirs donc dans la modération, mais aussi bien dans une très grande ardeur, tels qu'ils sont parfois dans des ordres. Et nos désirs balancent entre eux, justement, tourments et délices. Et ils font donc tour à tour notre force ou notre faiblesse, éventuellement notre honte aussi, selon donc qu'ils nous accomplissent ou nous possèdent, jusqu'à éventuellement nous déposséder. Et ici, je pense à ce mot de Balzac dans la physiologie du mariage, qui dit ceci, donc paraître sublime ou grotesque. Voilà l'alternative à laquelle nous réduit un désir. Paraître sublime ou grotesque. Et donc le désir suscite des jugements de valeur les plus opposés, frappé d'anathème à cause de sa perversité ou reconnu comme la seule puissance réelle capable de conduire une existence, éventuellement d'être le moteur de l'histoire des hommes. Voilà. Alors on comprend un peu pourquoi effectivement cette notion de désir peut devenir un objet d'interrogation pour le philosophe, alors même que le philosophe s'intéresse de façon plus prioritaire ou plus centrale peut-être à ce qui peut paraître l'opposé du désir, à savoir la raison. On y reviendra. En tout cas, telles sont effectivement les données immédiates, je dirais, du désir, qui tramait d'ambivalence une notion polymorphe, surtout qu'elle est au milieu d'une constellation sémantique particulièrement fournie, dans la mesure où le terme de désir prend sa place donc au milieu de ceux, entre autres, de convoitise, vous le savez, de volonté, de besoin, de souhait, d'appétit, etc. Et ce que je voudrais essayer de faire dès maintenant dans un premier temps, c'est essayer de trouver justement en quelque sorte le désir de le saisir comme tel, non pas évidemment désir de tel ou tel objet, mais le désir comme tel.
Alors on vous l'a dit, là je ne vous apprends rien, le désir se définit comme une tendance spontanée, consciente. Je laisse de côté volontairement le cas du désir inconscient, rattaché donc à une certaine doctrine, une tendance spontanée, consciente, donc vers une fin qui est connue ou imaginée comme étant source de satisfaction. Bon. Alors je voudrais faire quelques remarques sur cette définition générale, qui appelle quelques problèmes, en faisant observer en tout cas que nous nous donnons précisément ici comme objet ce qui n'est pas un objet, mais ce qui nous fait justement tendre vers un objet. Alors, première remarque, c'est qu'on est ici dans l'ordre de la tendance. Le désir est donc en sa nature visée, mouvement, inclination. C'est la raison pour laquelle il faudrait le distinguer, je ne le ferai pas ici, mais vous l'avez fait, du besoin, de la volonté, essentiellement, qui peut cette tendance présenter différents degrés d'intensité, de durée, et qui marque en tout cas l'idée d'une certaine recherche, d'une certaine orientation, capable de conduire l'action, de susciter, de conduire l'action. Deuxième remarque sur cette fin, ce but. Ici, la considération de la fin du désir se dégage au moins deux problèmes. Le premier consiste à déterminer s'il est possible de comparer, de juger, de hiérarchiser les objets du désir. Et le second consiste à se demander si l'objet prochain, l'objet immédiat, si vous voulez, du désir ne doit pas être distingué de sa fin ultime, au sens où le désir aspirerait finalement toujours au bonheur, à un souverain bien, à travers les multiples objets qu'il convoite. Je pense ici en particulier à ce que nous dit Aristote dans le premier livre de son Éthique à Nicomaque. Troisième remarque, que la fin soit connue ou imaginée comme étant source de satisfaction est une dimension qui est en effet essentielle. Tout objet désiré est nécessairement investi, habillé d'une valeur positive. Nous ne désirons pas n'importe quoi, mais cela seulement que nous nous représentons comme préférable, utile, satisfaisant, source de plaisir, ce qu'on veut. En tout cas comme un bien. Voilà. Et en effet, on vous a peut-être fait part de cette jolie définition efficace, je dirais, de Malebranche dans la recherche de la vérité, qui définit le désir comme l'idée d'un bien que l'on ne possède pas, mais que l'on espère de posséder. Donc tout objet du désir est comme en couleur, je dirais, c'est-à-dire positivement valorisé. Alors, on peut bien évidemment se poser la question de la légitimité d'une telle valorisation, c'est-à-dire cette dimension elle-même pose problème, c'est-à-dire donc la question du désirable. D'une part, comment juger donc de ce qui serait véritablement pour nous source de satisfaction ? La dimension de la représentation de l'objet, de la qualité qui lui est attachée, peut bien mettre en question donc le type de savoir à l'égard donc de son objet que pose le désir. Est-ce que la connaissance de ce que je désire est juste ? Est-elle authentique ? Ou n'est-elle jamais qu'imaginaire, nourrie de fantasmes, légitimement de la sorte donc cette scission couramment admise entre justement le désir et la réalité ? D'autre part, est-ce l'objet lui-même qui, dans ce processus, est le moteur du désir ? Nous désirons une chose parce qu'elle est bonne, ou bien est-ce le désir qui fonde la valeur de l'objet, qui, sans cela, donc, serait en lui-même parfaitement indifférent ou neutre ? Et vous voyez ici que peut se profiler, en effet, la figure donc, de Spinoza qui va renverser, qui va opérer sur ce point un renversement axiologique, un renversement en matière de valeur. Tout à fait radical. Ces quelques problèmes soulevés par le désir se trouvent comme concentrés dans, on vous a sans doute parlé de ça aussi, comme concentrés dans la belle et très suggestive étymologie du terme même de désir. En effet, alors, il faudrait ici prendre le temps d'expliciter et de faire les distinctions entre les trois grands termes issus du latin qui veulent dire désir, entre le desiderium,
l'appetitus que nous retrouvons dans le langage philosophique, en particulier du XVIIe siècle, quand on fait une science justement des affects. L'appetitus et la libido, qui sera un concept plus spécifiquement freudien, même si Freud n'a pas inventé le terme. Mais le mot vient de desiderium. Desiderium désigne la recherche, à la fois donc le regret, l'absence, le fait d'éprouver le manque de quelque chose. Plus précisément, évidemment, on va revenir sur cette dimension de manque. Plus précisément, ce substantif latin vient du verbe desiderare, qui est construit certainement sur considerare, qui donnera considérer, un terme qui dérive de la langue des augures, et qui signifie donc l'acte de contempler, considerare, contempler, observer un astre, une étoile, une constellation. Ça, c'est sidus, S-I-D-U-S. Et le désir a donc affaire au ciel et au regard, désignant d'abord donc par l'élément privatif des desiderare, qui indique l'éloignement, la séparation, indique d'abord le fait de cesser de voir. Desiderare, c'est d'abord cesser de voir, et de là donc celui de regretter un astre, regretter une étoile disparue. Et donc le desiderium, c'est la nostalgie, si vous voulez, la nostalgie d'une étoile. Alors, étrange est quand même ce désir dont le regard est toujours tourné ailleurs. Quand nous désirons, nous regardons toujours ailleurs, vers un au-delà de soi-même. Et là, je vous renvoie à une référence picturale qui est le baiser de Picasso. Si vous regardez cette toile, enfin il en a fait 2-3, mais à chaque fois ça revient. Il y a l'homme qui embrasse la femme donc dans une espèce de visage un peu écrabouillé comme ça, mais le regard de l'homme, il est déjà ailleurs. C'est-à-dire à peine effectivement le désir satisfait en train de se accomplir que hop, on est ailleurs. Bon. Et il regarde toujours ailleurs, effectivement, non pas privé de vue, mais plutôt se portant sur l'objet dont il est séparé. Alors on comprend, si vous voulez, à partir de là que Eros, dans le banquet de Platon, dorme à la belle étoile. Par exemple, dans le banquet, on ne peut pas non plus en vouloir à un Ruy Blas, chez Victor Hugo, d'être un ver de terre amoureux d'une étoile. Et on ne peut pas reprocher à quiconque de demander la lune. Voilà, on est toujours dans cette même image, cette même métaphore. Deuxième référence picturale, c'est Magritte, l'usage de la parole. Dans l'usage de la parole, c'est la nuit étoilée, et dans les étoiles, le mot désir est inscrit dans les étoiles. Voilà, il a tout compris. C'est un très très beau tableau là-dessus. Bon. Donc l'étymologie suggère l'idée que tout désir serait en son fond donc manque. On va y revenir bien sûr, pas trop parce que vous n'avez entendu parler que de cela, donc j'ai pas besoin de prendre des choses ici. Et nostalgique donc d'une forme de plénitude, peut-être d'un bonheur originel. Regretter une étoile disparue, ça suggère encore le caractère lointain de l'objet du désir, quelque chose de brillant, c'est une étoile. D'éclatant, mais aussi d'éloigné, voire d'inaccessible, plus facile certainement à contempler qu'à rejoindre. Et c'est là que nous sommes, si vous voulez, dans l'idée de la représentation qui est inhérente au désir. Voilà en tout cas qui mène à un autre paradoxe, si je continue à exploiter cette étymologie, qui est le paradoxe d'un désir qui tout à la fois sépare et relie. Sépare et relie, le désir est par essence séparé de son objet. Il est séparé de son objet puisque l'objet est nécessairement absent, voire inexistant, et sa satisfaction est nécessairement à venir. Mais outre cette distance, ou cette désunion, ou si vous voulez cette coupure, je renvoie ici aux androgynes de Platon, chez Platon dans le banquet, qui sont coupés. Voilà. C'est bien cette coupure-là qui fait la dynamique du moteur amoureux, la dynamique du désir amoureux, en tout cas dans le banquet de Platon. Cette désunion, cette coupure qui le caractérise, c'est aussi ce qui en moi-même me sépare de moi-même. Ce qui me sépare de moi-même en me séparant de mon plaisir, en me séparant de mon bonheur, ce qui fait donc que je regarde ailleurs. Et donc le séparer, le désir est aussi bien relié, bien entendu, à son objet, fût-ce par la représentation de la valeur de cet objet et parce que le désir est horizon de satisfaction, par définition. Bon. Alors, je voudrais, dans un deuxième temps, poursuivre l'enquête, après l'exploration de cette définition, de cette étymologie, poursuivre l'enquête sur ce qui me semble constituer
quelques éléments absolument essentiels du désir, quel que soit son objet, des dimensions qui sont indissociables et qui permettent, parce que c'est un peu mon but ici, donc de encore mieux cerner la notion. Tout d'abord, une dimension de temps, un lien du désir au temps, à la temporalité. Voilà quelque chose qui me semble essentiel sous plusieurs aspects. D'abord, un rapport à l'avenir, bien sûr. Le désir est toujours tourné vers l'avenir, proche ou lointain. Vous savez, ça ne veut pas dire que le passé n'ait aucun rapport avec le désir. Hein. Pas du tout. Je veux dire, on peut, nos désirs se nourrissent de notre histoire aussi, bien sûr. Bon. Mais en tout cas, le désir est toujours d'attente. Il est toujours attente, et en tout cas toujours pour l'avenir. Rappelez-vous cette définition de Malebranche, l'idée d'un bien que l'on ne possède pas mais que l'on espère de posséder, ou cette définition donc de Paul Ricoeur, dont on vous a aussi sans doute déjà parlé, dans la philosophie de la volonté, le désir, en deux mots, il dit vraiment très très bien les choses, est anticipation du plaisir. Anticipation du plaisir. Qu'est-ce que c'est que désirer? C'est anticiper un plaisir. Bon. Cela dit, ce n'est pas la seule dimension du temps à l'intérieur du désir. On peut aussi parler de désir patient ou impatient, c'est-à-dire qui intègrent eux-mêmes une dimension de temporalité au regard de leur propre satisfaction. Soit ils persévèrent, soit des désirs persévèrent dans la durée, ils sont prêts à faire face aux éventuels obstacles qui se présenteraient, soit ils s'agitent, et à ce moment-là n'en peuvent plus d'attendre, à l'image des désirs d'enfants la plupart du temps. Dimension de temps encore dans la mesure où les désirs peuvent être fugitifs ou durables. Il ne s'agit pas ici donc du temps qu'ils sont prêts ou non à se donner, mais il s'agit de leur propre durée compte tenu donc soit de la satisfaction qui vient les supprimer, les abolir, parfois dans la minute, ou bien, après des années, soit effectivement de leur disparition plus ou moins rapide, selon leur force plus ou moins grande, ou selon la vitesse de leur renouvellement. Bon. Donc le désir a affaire au temps, c'est un premier point, et le désir a aussi essentiellement affaire, deuxième point, évidemment, à l'imagination. Tout désir implique la représentation. Il y aurait vraiment de quoi travailler cette histoire de représentation, bien entendu. Tout désir implique la représentation préalable de sa fin. Autrement dit, tout désir se fait à lui-même l'image, une image, de ce vers quoi il tend. L'imagination étant précisément la faculté de se représenter un objet en son absence. Certes, la représentation peut suivre l'expérience ou la connaissance, comme le fait de désirer la paix, ou elle peut se faire aussi totalement fantasme. Il peut s'agir des vains désirs, désirs de gloire, désirs d'immortalité, etc. Donc, c'est-à-dire, là, on est littéralement au cœur de l'expression prendre ses désirs pour des réalités, qui rapprochent le désir de l'illusion. Bref, même si on peut se demander si c'est l'imagination qui suscite le désir, ou l'inverse, ou si c'est le désir qui suscite l'imagination, il reste que toujours de l'imaginaire travaille au sein même du désir dans une représentation donc, de l'objet vers lequel il tend. Cette dimension d'imaginaire soulève bien entendu le problème du rapport entre désir et réalité et du coup toute la méfiance, voire la défiance que le philosophe ou le moraliste peut entretenir à l'égard du désir qu'on peut facilement lier au fantasme, aux fantasmagories et dans la mesure où il est lié à l'imagination. Et comme vous le savez, effectivement, cette imagination qui, en particulier au XVIIe siècle et sous la plume de Pascal, était cette maîtresse d'erreur et de fausseté. Bon. Troisième grand point, après la temporalité, la dimension du temps et la dimension de l'imagination, une dimension de négativité qui peut paraître d'emblée paradoxal au sens où le désir semble affirmer quelque chose, être une dynamique, etc., d'affirmation, mais il est aussi tramé de négativité essentiellement en plusieurs sens. D'abord, il est en rapport avec ce qui n'est pas lui. Je m'explique. Le désir, en son objet, comme du point de vue de la satisfaction, a affaire à ce qui semble bien s'opposer à lui, faire résistance. Quand on se demande ce désir est-il possible ou permis? Le satisfaire est-il possible ou permis?
voilà, qui ne se pose jamais hors d'une situation, qui a toujours affaire à nos limites, qui a toujours affaire à nos normes, qui a toujours affaire aux lois, bien entendu, aux lois, donc qu'elles soient morales ou juridiques, comme le fait de désirer rouler à 200 km/h sur l'autoroute ou de se venger de son voisin, etc. Bon. Mais il a affaire aussi aux interdits, bien entendu, il a affaire aux commandements religieux. Voilà. Et c'est là tout le problème du lien du désir à la société, en particulier. Un problème ouvert, bien sûr, donc par Platon dans la constitution de la cité, où il fallait soumettre les désirs à la raison, à la partie raisonnable de l'âme, et qui trouve aussi son écho chez Freud. Alors, une bonne question consisterait à se demander si ce sont de tels interdits constitutifs de la coexistence sociale qui précisément produisent ou nourrissent le désir, comme dans ces contes, vous savez, où l'interdiction d'aller ouvrir telle porte du château voilà, ne fait que nourrir le désir de le faire, de transgression, ou bien si c'est le désir donc qui produit ces lois, parce qu'il nécessite des limites, voire des bornes, mais toujours est-il que le désir se pense ici sous le signe de la transgression. Et on peut d'ailleurs regarder symboliquement le premier désir comme celui, après tout, de goûter du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire un désir qui est d'emblée placé sous le signe de la tentation et de la transgression, et puis pas seulement, parce que c'est aussi un désir de connaître, après tout. Bon, voilà. Négation parce que il est en lui-même sa propre négation. Autre signification de cette dimension de négativité, dans la mesure où ce que poursuit le désir, c'est sa propre disparition, au fond, dans son assouvissement même. Autrement dit, le désir satisfait s'abolit du même coup comme désir, tant qu'il est satisfait. Ce qui fait dire donc à Sartre que, je cite, le plaisir est l'échec et la mort du désir. Bon, mais on pourrait ici avancer que le désir est toujours aussi suscité par sa propre satisfaction, ou que sa mort est la condition même de son renouvellement. Mais surtout, je viens effectivement là à une pièce principale, la négativité, c'est aussi la question du manque, à savoir donc que le désir est vécu comme l'expérience d'un manque qui donne son sens à cette séparation dont on parlait. Alors bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, ça vous le savez très bien, depuis Platon jusqu'à Sartre. Bon. Mais cette dimension de manque présente, je voudrais davantage signaler ceci, deux sortes d'enjeux. D'abord, un enjeu d'ordre ontologique. Un enjeu d'ordre ontologique, c'est-à-dire que, défini par le manque, le désir révélerait une dimension négative fondamentale de l'homme, une espèce de creux en son cœur, même, et d'une déficience, une finitude. C'est-à-dire que l'homme ne désirerait qu'en tant qu'il serait un être laissant lui-même à désirer, en quelque sorte. Si le désir est source d'invention, de découverte, de création, s'il est dynamique, le problème est donc de déterminer si le manque définit le désir d'une façon aussi essentielle. Deuxièmement, un enjeu d'ordre moral, et c'est là que nous glissons vers le problème moral, mais je crois que je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour en parler. S'il y a en effet manque, un manque qui est marque de finitude, qui me voue à une insatisfaction et à une inquiétude toujours renouvelée, si, comme l'affirme Ronsard, un poète comme Ronsard, le désir n'est rien que martyr, comment ne rend-il pas vain le bonheur suprême désirable, sinon donc en posant à la fois, comme possible et souhaitable, une réglementation de son exercice. Et c'est par là que l'interrogation sur le désir ouvre à une problématique d'ordre moral, c'est-à-dire celle d'une légitimité, aussi bien de l'objet que de la satisfaction du désir. Je dois arrêter bientôt. Est-ce que 2 minutes? Oui, c'est très gentil, merci beaucoup. Alors écoutez, voilà, je vais juste vous dire ce de quoi j'aurais souhaité parler encore, c'est-à-dire entrer dans cette problématique morale, en donner en effet les termes, une problématique morale qui pose que soit on désirerait trop, soit on désirerait mal, et que du coup, c'est tout le sens d'une morale que non seulement d'essayer de repérer, de juger, de hiérarchiser, problème du critère ici,
ce qui peut apparaître comme bon ou mauvais désir, donc dans la perspective d'une réglementation du désir, de la réglementation d'un usage du désir, et qui en effet donc suppose aussi, cette morale du désir, la question bien évidemment d'un pouvoir à l'encontre des désirs, pouvoir dont il resterait à préciser la nature comme l'extension. Pouvons-nous, si oui, dans quelle mesure être les maîtres de nos désirs? Alors, quelques mots en conclusion. Il serait bon de poursuivre, mais je livre ça à votre réflexion. Peut-être on aura l'occasion d'en parler après, sur le fait que cette conception du désir comme manque n'est pas aussi évidente que ça. Elle ne suit pas. Enfin, si ça semble être une donnée d'expérience, cette expérience peut parfois être trompeuse. Le désir c'est peut-être le désir qui lui-même suscite le manque. Et puis, c'est le fait aussi que vous avez toute cette autre conception du désir, vous le savez, et là je vais vers Spinoza, qui le pense comme producteur du réel, comme dirait Deleuze, producteur de réel, puissance d'affirmation. C'est la fameuse théorie donc du conatus, qui a un enracinement ontologique chez Spinoza, puissance donc dynamique. Et c'est cette conception que Spinoza prend en compte, et c'est cette conception qui, va susciter non seulement un renversement du problème moral en un certain problème éthique, et le fait qu'il soit question non plus d'un regard simplement moral ou moraliste ou moralisant sur le désir, mais il est question d'opérer une science des affects, une science de la compréhension du désir, de ses propriétés et de ses causes. Alors, c'est là que effectivement, donc, Spinoza opère ce renversement axiologique selon lequel donc nous ne désirons pas une chose parce qu'elle est bonne, mais une chose est bonne parce que nous la désirons. Donc voilà, premier point de conclusion, l'idée de manque est elle-même discutable, d'autant qu'elle n'est peut-être pas tout à fait incompatible avec celle de puissance. Et je terminerai en citant ce qu'il y a d'inscrit sur cette façade, sur la façade du musée de l'Homme à Paris, une inscription d'un vers emprunté à Paul Valéry, où il est écrit donc sur le musée de l'Homme: « Ami, n'entre pas ici sans désir ». Ce n'est pas nul n'entre ici s'il n'est géomètre, c'est ami n'entre pas ici sans désir, ce qui signifie bien, en tout cas au sens spinoziste, qu'il ne faut pas attendre des trésors exposés dans ce musée qu'il suscite, le désir, mais qu'au contraire, le désir de savoir, attente de vérité, si l'on veut, le désir de savoir est ce qui, précisément, donc, ce qui constitue un préalable nécessaire et qui, donc, seul peut donner sens aux richesses de ce musée et donc à ce que nous faisons et à nos actions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe Danino. Je pense que nous reviendrons certainement sur cette discussion sur le manque et sur la question de la morale dans la discussion qui va suivre. Enfin, pour l'instant, on peut repérer rêver sur cette nostalgie de l'étoile telle que vous l'avez définie, le désir. Et je vais donner donc la parole maintenant à Martine Cador, puisque vous concluiez aussi avec Spinoza sur la nécessité d'une science des désirs, qui va nous exposer de quelle manière la neurobiologie nous apprend ce qu'est le désir, le fonctionnement du désir, vraisemblablement du manque également. Bonjour, donc moi je suis neurobiologiste du comportement, donc je vais vous donner la vision qu'un neuroscientifique a du désir. D'ailleurs, on n'est pas très à l'aise, nous, les scientifiques, avec ce terme de désir. On est un peu prude et ça évoque toujours un peu désir sexuel. Donc, on aime plutôt, comme on va le voir, parler de motivation. On va en discuter. Donc, moi, je suis neurobiologiste à Bordeaux et je dirige une équipe qui s'intitule Neuropsychopharmacologie de l'addiction. Donc, j'aurai l'occasion aussi de vous parler un peu de ça et de vous montrer que, en fait, l'addiction, c'est un peu une pathologie du désir, justement. Alors, en termes de définition, on va voir en fait qu'on n'est pas très éloigné finalement de ce qui vient d'être dit, puisque pour nous, le désir, en fait, c'est au cœur de toutes nos actions et c'est nécessaire à la survie de l'organisme. Manger, boire, se reproduire, et on va voir également avec des comportements beaucoup plus complexes qui vont nous permettre à l'individu de survivre et de ce désir, en fait, est à l'origine de la motivation, justement, qui nous pousse à agir
pour obtenir ce que l'on désire, mais aussi pour nous éloigner de ce qui pourrait nous faire souffrir, par exemple. Donc, en quelque sorte, le désir, ça énergise. Alors, c'est un franglais, hein, parce qu'en fait, en anglais, on parle de to energize. Ça énergise les comportements qui sont dirigés en général vers un but. C'est-à-dire quand on désire quelque chose, on désire aller vers quelque chose, on est, comme on l'a dit tout à l'heure, tendu vers un objectif, et cet objectif, en fait, est souvent stimulé par des stimuli internes. Par exemple, le fait d'avoir faim, on va désirer obtenir un aliment, ou par des stimuli externes, et on va voir, ça peut être beaucoup de choses, des représentations mentales, des stimuli visuels, ou des choses comme ça. Alors le désir, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, est absolument indissociable du plaisir. Et on va voir justement comment est-ce que les deux s'articulent l'un par rapport à l'autre. Et bien entendu, en tant que neurobiologiste du comportement, nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est d'essayer de comprendre au niveau de nos cerveaux, parce qu'effectivement, ce désir est une production du cerveau, comment ce cerveau fonctionne et quels sont les circuits neuronaux qui sont impliqués donc, dans la genèse du désir, dans l'obtention de la récompense et dans la sensation de plaisir. Donc globalement, pour revenir un peu à ce qui a été dit aussi tout à l'heure, nous désirons ce que nous aimons, mais nous aimons aussi ce que nous voulons, ce que nous désirons. Alors, ici, donc, je vous ai représenté de façon très simple, finalement, ces deux composantes majeures qui sont à l'origine des comportements motivés. C'est-à-dire à la fois le désir, alors je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser mon pointeur, oui, voilà, à la fois le désir, desire. Alors je vous ai mis je vous ai mis les termes anglais parce qu'effectivement, dans la littérature, on retrouve toujours ce parallèle fait entre wanting et liking, donc entre le désir et le plaisir. Donc le désir, c'est finalement cette énergisation du comportement qui permet d'obtenir quelque chose et qui est très souvent peut s'appeler également, et ça je vais en parler un peu plus, ce qu'on appelle de la salience incitative, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans l'environnement va pouvoir générer justement cette motivation pour obtenir satisfaction ou qui est équivalent pour nous à une récompense. Et le plaisir, donc le liking, en fait, c'est l'impact hédonique de la récompense, c'est-à-dire la perception plaisante lorsqu'on a obtenu cette récompense. Donc ici, par exemple, c'est la perception agréable et plaisante de la glace sur la langue. C'est à la fois au niveau du toucher de la langue, du goût, de l'odeur. Ça fait intervenir plusieurs types de perceptions. Et le désir, ici, en fait, c'est ce chat qui regarde ce poisson, et le poisson, visuellement, peut évoquer un désir. Alors, nous, les neurobiologistes, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est justement d'opérationnaliser ces notions de désir et de plaisir. Comment est-ce qu'on peut les étudier en laboratoire? Comment est-ce qu'on peut mesurer, finalement, et si on arrive à les mesurer, comment est-ce qu'on va pouvoir étudier les substrats neuronaux de ça? Alors ici, je vais montrer trois types de paramètres qu'on peut étudier pour évaluer le désir. En fait, l'effort. Quel est l'effort qu'on est capable de fournir pour obtenir quelque chose? Ça va permettre de quantifier la motivation pour obtenir cette récompense. Plus on est motivé, plus on va faire d'efforts. On peut également quantifier et évaluer le risque. Quels sont les risques que nous sommes capables de prendre pour obtenir la récompense ou pour atteindre le but que l'on désire? Et enfin, le délai, c'est-à-dire combien de temps est-ce qu'on est capable d'attendre pour obtenir cette récompense. Donc ces trois paramètres permettent de mesurer finalement et de quantifier en laboratoire ou dans une étude comportementale, de quantifier le désir pour l'obtention d'une satisfaction, d'une récompense. Alors à titre d'exemple, ce qu'on peut faire en laboratoire, c'est regarder comment fonctionne le cerveau
lorsqu'on demande à quelqu'un, par exemple, d'attendre pour obtenir une récompense. Donc ici, sur la droite, je vous ai montré en fait l'activation cérébrale au niveau de cerveau de trois types de cerveaux, des cerveaux adolescents, des cerveaux de jeunes adultes et des cerveaux de vieux adultes, comme moi par exemple. Et on voit en fait que, alors ça a été fait lorsqu'on présente, donc l'individu est dans une machine qui permet de voir dans une IRM, hein, vous devez savoir ce que c'est, qui permet de mesurer justement l'activité cérébrale. Et dans cette machine, on peut projeter des images et mettre l'individu en quelque sorte en situation virtuelle de jouer, par exemple. Donc ici, c'était dans ce qu'on appelle des slot machines, des machines à sous, et les individus en fait anticiper l'arrivée de la récompense. Et donc, c'est pas mon travail, hein, c'est le travail de Lawrence. Et ce qui a pu être mesuré, justement, c'est l'activité du cerveau lorsque ces individus attendent la récompense. Et on peut voir très clairement qu'il y a de grosses différences, justement, entre adolescents, jeunes adultes et vieux adultes. Par exemple, ici, les adolescents, il y a une activation majeure des aires qui sont impliquées dans la récompense, dans la perception du plaisir. Alors que chez le vieil adulte, par exemple, on voit beaucoup plus d'activation des aires corticales. Donc ça, ce qui peut expliquer aussi pourquoi les adolescents, par exemple, sont des individus qui sont très motivés par les récompenses immédiates. Ce qui fait d'ailleurs... L'adolescent est un objet d'étude absolument fantastique parce que, justement, il a un fonctionnement tout à fait pertinent quand on étudie, justement, le désir. Donc voilà, donc ça c'est un exemple pour vous montrer comment on peut, de façon opérationnelle, mesurer ça en laboratoire. Ah oui, alors je mélange les deux trucs. Voilà. Comment est-ce qu'on peut mesurer le liking, le plaisir ? Par exemple ici, c'est-à-dire, je vous répète, c'est-à-dire la perception hédonique qu'on a de la récompense. Donc effectivement, le plus facile à mesurer, c'est finalement la perception qu'on a, par exemple, d'un aliment dans la bouche. Donc ici, en fait, ce sont des expériences qui ont été faites chez des bébés. Et il a été montré que justement, les bébés exprimaient de façon visuelle, faciale, une réaction hédonique ou non hédonique, donc liking versus disliking, par rapport à différents types de solutions. Par exemple, ici, lorsqu'on leur met dans la bouche du sucre, très clairement, ils ont des réactions de type hédonique, appétitif. Ils sont très contents, c'est très bon, ils se lèchent les babines. Et ça, on le retrouve, ce qui est très important quand même, c'est qu'on le retrouve de façon tout à fait phylogénétique, puisqu'en fait, ce qu'on observe chez les bébés, on peut l'observer chez le singe et on peut l'observer chez le rat, comme je vais vous montrer un peu plus tard. Par contre, si on lui met dans la bouche une solution amère, donc il va avoir des réactions de type rejet, c'est amer, c'est pas terrible, donc on voit très bien qu'il n'a pas du tout le même type de réaction. Et de la même façon, si on lui met quelque chose d'acide, il va y avoir vraiment un rejet de la solution, c'est-à-dire qu'il va essayer pas de vomir, mais presque d'enlever la solution de sa bouche. Donc ça permet, on peut quantifier, ça a été fait en laboratoire, on peut quantifier ces réactions et essayer de voir justement, par exemple, en mettant un bébé, c'est un peu compliqué, mais des jeunes enfants, par exemple, dans les IRM, pour voir quels sont également les substrats neuronaux de ce plaisir, de ce liking. Alors, au niveau neurobiologique, j'imagine, vous avez tous entendu parler du système de récompense. Historiquement, depuis, on va dire maintenant, 60-70 ans, le système de récompense, ce qui a été appelé le système de récompense, c'est un système qui est présent de façon assez archaïque d'ailleurs dans notre cerveau, puisque finalement, le plaisir, c'est ce qui mène tous les organismes vivants quelque part. Et c'est un système assez archaïque qui prend naissance dans une région très basale du cerveau, avec un petit noyau de neurones qui s'appelle, alors après, les noms, c'est toujours un peu... voilà, l'aire tegmentale ventrale, bref, c'est une petite structure qui envoie des projections sur tout un ensemble de structures cérébrales que l'on peut voir ici.
Donc, par exemple, on voit donc ces neurones. Ce sont des neurones donc, qui ont comme neurotransmetteurs. Donc, le neurone communique avec les autres neurones via un neurotransmetteur. Et dans ces neurones, en fait, on trouve de la dopamine. Et cette dopamine, en fait, elle est libérée dans tout un tas de structures du cerveau, à la fois des structures de type limbique, donc assez archaïques également, mais également dans des structures beaucoup plus corticales, donc beaucoup plus évoluées du cerveau. Et donc l'hypothèse jusqu'à présent a toujours été, voilà, le système de récompense, c'est ça qui gère le plaisir, c'est ça qui gère le désir, ça gérait un peu tout. Puis finalement, bon, on a commencé à l'étudier. Pardon, si je veux aller en arrière. Non. Comment je fais pour aller en arrière? Le rouge, ah oui. Voilà, super. Donc en fait, on a voulu, dans plein de laboratoires du monde entier, on a voulu vraiment étudier ça de beaucoup plus près et essayer d'aller regarder si on pouvait finalement essayer de dissocier aussi, à la fois au niveau comportemental et aussi au niveau neuronal, cette notion de wanting et de liking. Donc, par exemple, alors je ne vais pas vous gaver avec tout un tas d'expériences qui sont pas, qui seraient trop longues à expliquer, mais globalement, juste pour vous donner quelques exemples, donc ce qu'on peut faire, par exemple, dans mon laboratoire, pour mesurer la motivation, finalement, le désir d'un rat pour aller manger de la nourriture, en fait, on utilise ce qu'on appelle une allée droite. C'est comme ici, là, vous avez plein de très longs couloirs. Là, tout à l'heure, je cherchais les toilettes. Là, le rat, il cherche à obtenir de la nourriture. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la latence que met l'animal, le temps que met l'animal pour arriver à son bol de nourriture. Et évidemment, plus il est motivé, plus il en a envie et plus il va courir vite. Une autre façon de faire, c'est de le faire travailler dans ce qu'on appelle une cage opérante, c'est-à-dire on lui donne des leviers et on le fait appuyer sur un levier pour obtenir une récompense. Et là, on peut jouer sur le travail également qu'il a à fournir pour obtenir cette récompense. C'est-à-dire qu'on peut augmenter le nombre d'appuis sur le levier pour obtenir cette récompense. Par exemple, au début, il appuie une fois, il a une pastille de nourriture. Ensuite, on lui demande d'appuyer, par exemple, 3 fois pour avoir une pastille de nourriture. Et ensuite, 7 fois pour avoir une pastille de nourriture. C'est ce qu'on appelle un ratio progressif, c'est-à-dire qu'on augmente à chaque fois le travail pour obtenir la récompense suivante. Et là également, évidemment, plus l'animal est motivé, plus il va être capable d'appuyer beaucoup, jusqu'à ce que globalement, le petit rat se dise « bon non, là ça suffit, finalement, ce que je reçois comme récompense, ça ne vaut pas le coup, j'arrête de travailler », ce qu'on appelle le point de rupture. Et donc on va pouvoir mesurer le point de rupture et le nombre d'appuis sur le levier en fonction de la récompense reçue. Donc pour ça, juste pour vous donner un exemple, tout à l'heure on parlait du désir et du désir pour de la nourriture quand on a faim. Donc ce qu'on a fait, en fait, on a fait des expériences où on a fait varier l'état homéostatique du rat. C'est-à-dire il est soit rassasié de nourriture, il n'a pas faim du tout, soit au contraire il est un peu privé, donc il a un petit peu faim. C'est comme vous, quand vous allez à la cafétéria, vous avez faim, et quand vous sortez de la cafétéria, vous avez l'estomac rempli, vous êtes rassasié, et vous n'avez plus réellement envie de manger. Donc on a 2 types d'animaux, donc qu'on dit ad libitum, c'est nourri ad libitum, donc pas de faim, ou au contraire un peu privés de nourriture, donc qui ont faim. Et on va leur présenter 2 types de nourriture. De la nourriture pas très sexy, c'est-à-dire la nourriture qu'ils ont dans leur animalerie, là où ils sont tous les jours. Bon, vous voyez, c'est pas très appétissant. Et puis, de la nourriture à saveur chocolat. Et les rats, c'est comme les humains, ils adorent ce qui est sucré, ce qui est gras et ce qui est parfumé. Et donc, on va étudier le temps qu'ils vont mettre à courir dans cette allée. Donc globalement, moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est ici, c'est les résultats avec la nourriture pas très sexy, et ici, les résultats avec la nourriture palatable, c'est-à-dire la nourriture chocolat. Et là, c'est le temps mis à obtenir, à atteindre le bol, en fonction de différents essais. On voit très bien que les animaux qui sont privés, ici en vert, pour la nourriture normale, ils courent très vite. Ils ont faim, donc ils ont envie d'atteindre le bol et puis de manger. Alors que ceux qui sont rassasiés, ils s'en fichent un peu, c'est pas très intéressant cette nourriture, donc on court pas vite et puis on n'est pas très motivé. Par contre, dès qu'on les fait courir et qu'on met au bout de l'allée dans le bol des céréales chocolat, on voit que les animaux qui sont rassasiés, qui n'ont absolument pas faim, se mettent à courir aussi vite que des animaux qui ont faim. Indiquant donc que le désir
peut répondre à un besoin physiologique, mais peut répondre aussi à bien autre chose qu'un besoin physiologique. Et notamment, si on présente quelque chose d'appétissant, qui visuellement va être capable d'évoquer quelque chose de bon, va permettre de susciter le désir et énergiser le comportement pour obtenir cette récompense. Bon, ça, je vais le passer. Alors, mesurer le liking, comment est-ce qu'on fait chez le rat? Donc là, je ne sais pas si... Vous pouvez démarrer la vidéo ou je dois la démarrer moi-même? Ça a marché tout à l'heure, hein? Ah. Bon, voilà. Donc là, on voit, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met directement dans la bouche du rat donc des solutions qui sont soit sucrées, soit amères, et on enregistre les mouvements, la réactivité faciale des animaux, ce qu'ils font quand on leur présente du sucre ou de la quinine. Donc tout à l'heure, vous avez vu, il se léchait les babines. Maintenant, on lui met une solution amère et vous voyez, en fait, il fait exactement comme le petit bébé tout à l'heure. En fait, il essaye de rejeter cette solution. Donc, montrant par là qu'en fait, il n'aime pas du tout ce type de solution. Donc là, on a des moyens de mesurer finalement s'il aime ou s'il n'aime pas les solutions qui lui sont présentées dans la bouche. Ça, j'ai passé. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, et ce que beaucoup de neuroscientifiques essayent de faire, c'est essayer de voir justement si cette notion de système de récompense qui était vraiment attribuée à la dopamine, c'est réellement ça, et si, en utilisant ce type de protocoles comportementaux, on peut réussir à dissocier les substrats neuronaux qui sous-tendent la motivation, le désir du plaisir. Et c'est le cas. Donc, je ne vais pas vous montrer l'ensemble des résultats, mais globalement, ici, je vous montre ce qui a été obtenu et répété par tout un tas de scientifiques. C'est qu'en fait, la dopamine, effectivement, donc ce système de récompense est très impliqué, mais surtout très impliqué dans le désir. C'est-à-dire que si on détruit la dopamine, on a les moyens de faire une lésion de type dopaminergique, c'est-à-dire on enlève toute la dopamine du cerveau et on se rend compte qu'en fait les animaux sont encore capables de montrer les réactivités faciales, c'est-à-dire sont encore capables de montrer qu'ils aiment ou qu'ils détestent une solution qui est mise dans la bouche. Indiquant donc que ce n'est pas la dopamine qui est responsable de cette notion de liking. Par contre, si on les fait courir ou travailler pour obtenir ces substances, en fait, ils ne vont plus le faire. Ils vont avoir perdu toute motivation, tout désir pour obtenir ces récompenses, même s'ils sont toujours capables de l'aimer. C'est ça qui est très important. D'accord ? Et à l'inverse, ici, je vous ai donc là, la dopamine, c'est tout ce qui est vert, et donc les structures qui sont de type dopaminergique. Et en rouge, en fait, ce sont des petits îlots de neurones qui sont enserrés dans ces structures qui sont dopaminergiques et qui utilisent cette fois non pas la dopamine, mais les opiacés, les opioïdes ou les cannabinoïdes. Alors, qu'est-ce que c'est les opioïdes et qu'est-ce que c'est les cannabinoïdes ? Ce sont des neurotransmetteurs du cerveau qui agissent sur les récepteurs opiacés, sur les récepteurs cannabinoïdes, qui sont les récepteurs sur lesquels agissent l'héroïne, par exemple, ou le cannabis. Donc, dans notre cerveau, si vous voulez, on a finalement toutes ces substances qu'on prend de façon exogène, mais finalement, notre cerveau utilise ces substances pour faire fonctionner le cerveau. Et là, c'est pour faire, en quelque sorte, traiter l'information plaisir. Et la dopamine, eh bien, c'est un neurotransmetteur sur lesquels, enfin les récepteurs à la dopamine sont les récepteurs sur lesquels agissent la cocaïne et l'amphétamine. Là également, une drogue qui est consommée de façon exogène par l'homme. Donc globalement, ce circuit de la récompense, du plaisir et du désir, en fait, c'est un circuit qui amalgame en quelque sorte tous les substrats neuronaux sur lesquels agissent les drogues d'abus. Donc, j'en arrive à justement cette notion de pathologie du désir, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse y avoir du wanting, c'est-à-dire le fait de désirer quelque chose sans forcément l'aimer ?
ou à l'inverse, d'aimer sans forcément le désirer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et donc, un désir pathologique sans réellement aimer, c'est finalement ce qui caractérise le développement d'une addiction. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au cours de la consommation de drogue, on voit très très bien se développer cet antagonisme en quelque sorte entre le désir irrationnel pour la drogue, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la consommation, il y a une augmentation du désir pour la drogue et des stimuli qui par le passé ont été associés avec la drogue, ce qui arrive à cette notion de crever d'envie d'en consommer, cette notion de craving qu'on retrouve dans la littérature anglo-saxonne, alors qu'en même temps, les toxicomanes sont tout à fait capables de dire « j'en crève d'envie, mais en fait, ça ne me fait plus rien ». Et finalement, il y a au contraire une diminution de la perception hédonique de la drogue, du plaisir produit par la drogue. Et c'est cette divergence finalement de ces deux états qui normalement fonctionnent ensemble, ces deux états qui caractérisent le paradoxe de l'addiction. C'est pourquoi finalement un individu continue à consommer si la drogue ne lui fait plus beaucoup d'effet. Et c'est ce qu'on essaie justement de comprendre au laboratoire. Et ce qui est très intéressant par rapport à ce dont je viens de vous parler, alors je ne sais pas si j'ai mis... non, je repars en arrière. Par rapport au schéma que je vous ai montré tout à l'heure, voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les modèles animaux ou même dans les imageries cérébrales qu'on a pu faire chez les toxicomanes, on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle une sensibilisation, c'est-à-dire que tout ce qui est en vert, là, le système dopaminergique se sensibilise, devient de plus en plus actif, de plus en plus réactif et comme je vous l'ai expliqué, est responsable donc de cette motivation. Et par cette sensibilisation, en fait, on peut expliquer ce désir pathologique pour la consommation. Bon, pour l'instant, on ne sait pas s'il y a une diminution, par exemple, de la sensibilité aux opiacés et aux cannabinoïdes. C'est quand même pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, une des hypothèses qui est très intéressante à suivre en ce moment, c'est essayer de démontrer et d'étudier pourquoi finalement ce système se sensibilise et pourquoi une fois qu'il est sensibilisé, ce système dopaminergique, il reste de façon quasi permanente dans cet état, il reste une trace, ce qui peut expliquer pourquoi, par exemple, les toxicomanes, même après avoir arrêté de consommer, sont capables de rechuter après des mois, voire des années après. Parce que finalement, ce système, lui, il a gardé une trace de cette histoire de consommation avec la substance. Il me reste combien de temps, s'il vous plaît ? 3 minutes ? Très bien. Alors, une autre question, et on va terminer sur finalement toute la recherche actuelle et ce qui nous motive, nous, les neurobiologistes, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut contrôler le désir. Est-ce qu'il y a des substrats neuronaux qui sont capables de venir prendre le contrôle sur le désir ? Et pour ça, je vais vous montrer, pour terminer... Alors, attendez, je voudrais arrêter. Je peux arrêter ? Merci. Non, je voulais juste expliquer avant pour que vous compreniez. C'est juste pour vous montrer, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir le test du marshmallow. Donc, c'est un test qui est fait chez des enfants. Et globalement, on essaye d'étudier chez l'enfant. Bon, chez l'adulte, c'est fait aussi, mais pas avec des marshmallows, parce que l'adulte est plus sensible à l'argent et l'enfant sont très sensibles au sucre et aux sucreries. C'est de dire à un enfant, ben voilà, je te donne un marshmallow maintenant, tu peux le manger si tu veux, mais si tu attends, je vais revenir dans 3-4 minutes et puis tu en auras un deuxième. Et tu pourras en manger 2. Donc globalement, l'enfant, il est devant le dilemme. Est-ce que je mange une récompense tout de suite ou est-ce que j'attends et je vais en avoir 2 un peu plus tard ? D'accord ? Donc vous allez voir, c'est un petit film qui est trop sympa, donc je vous le montre parce qu'il dure 2 minutes, mais c'est trop... Hop, hop, hop.
Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Ça a été fait dans les années 70, hein, c'est pas récent hein, du tout. I'm gonna go do something, and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. Il fait trop rire celui-là. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Une caméra qui filme. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Voilà. Donc ça c'était juste un petit film pour d'une part pour vous montrer que la résistance au désir c'est pas quelque chose de forcément très facile et justement on peut repenser aux images que je vous ai montrées d'imagerie cérébrale au début. Et effectivement, entre un enfant et un adulte, le cerveau utilise des ressources neuronales complètement différentes. Et il y a beaucoup de différences interindividuelles, comme on peut le voir ici avec les enfants. Il y a des enfants qui sont capables de résister, parce qu'ils sont capables de contempler finalement une récompense à très long terme, alors que d'autres enfants vont manger tout de suite et vont préférer avoir moins, mais maintenant. Donc la question, c'est... Alors ça, c'est un dilemme qu'il y a en permanence pour l'homme. Comment finalement être capable de contempler des objectifs à très long terme et d'être capable de travailler pour atteindre ces objectifs sans vraiment récupérer la récompense immédiate. Et donc, je vais terminer là-dessus. En fait, c'est ce qu'on essaie tous de comprendre maintenant, c'est finalement quels sont ces mécanismes neuronaux qui peuvent venir
contrôler finalement l'activité de ces systèmes de wanting et même de liking, hein. Et tout particulièrement dans le cas d'addiction, parce qu'on sait pertinemment parce qu'il y a eu beaucoup d'études aussi de fait chez les toxicomanes pour essayer justement de voir comment fonctionne leur cerveau. Et s'il y a cette sensibilisation des systèmes dopaminergiques, ce qu'ils ont aussi, c'est qu'ils ont un déficit d'activité justement des systèmes corticaux qui peuvent venir contrôler les comportements, on va dire, de type impulsif, spontané. Et donc l'addiction aussi, c'est une pathologie du désir parce que c'est aussi une absence de capacité à résister au désir. C'est-à-dire qu'en fait, on veut quelque chose et on va le consommer tout de suite. Donc c'est pour ça qu'un toxicomane, il est capable de dire non, je ne vais pas consommer, je ne vais pas consommer, je ne vais pas consommer, je ne vais pas consommer. Et puis il est en train de s'injecter de l'héroïne, par exemple. Non, je ne vais pas consommer. Et il s'injecte de l'héroïne. Donc il y a cette espèce de divergence vraiment entre l'état motivationnel et la rationalisation du comportement. Donc voilà, donc ce que je voulais vous... Alors je crois que c'est la dernière... Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et bien sûr, moi je serais ravie de répondre aux questions ou de discuter avec vous après. Merci beaucoup. Merci Martine Cador. Nous allons certainement pouvoir développer certains points sur la question de la volonté et de la définition. Alors du coup, peut-être neurobiologique de ce que serait la volonté, si déjà le désir s'appelle wanting. Mais nous verrons par la suite. Pour l'instant, je donne la parole à Benoît Elbrun qui va nous parler de la manière dont le marketing travaille avec nos désirs. Bien, bonjour à tous. Alors en écoutant Martine, en fait, je me posais la question de savoir si quand on parle des rats et des consommateurs, en fait, est-ce qu'on parle de la même chose? Et j'ai bien peur que oui, en fait. Donc, je pense que vous vous êtes posé la question de savoir quels étaient les liens possibles entre la philosophie et le marketing. C'est ce que je vais essayer d'expliquer à travers la question du désir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense que vous avez déjà vu ça dans vos cours pour préparer les concours. La philosophie grecque, en fait, a posé un certain nombre de questions. Donc la question de l'être, de l'ontologie. Elle a posé la question du bonheur. Elle a aussi posé la question du désir. Et comme vous le savez, je ne vous rappelle pas ces choses évidentes, les Grecs se méfiaient déjà du désir parce que le désir était comparé à une flèche, à une blessure dont la cause est étrangère et relève de la force des dieux. Et ce qui est très intéressant, c'est que rapidement, en fait, dans l'histoire de la philosophie, on va faire un lien entre le désir et l'érotisme. Donc la figure d'Eros, qui est une figure relativement récurrente. Et évidemment, les poètes, les philosophes nous invitent à nous méfier du désir. J'ai retrouvé cette très belle phrase de Virgile. Le désir nous emporte et nous consume. C'est un feu que de voir l'objet de ses désirs. Donc ça, c'est un vers des Géorgiques de Virgile. Donc ce qui veut dire que la quête du bonheur, en fait, qui, je le rappelle, est un trait consubstantiel de la philosophie occidentale, qui donc vient de la philosophie grecque, puisque, comme l'a rappelé François Julien, les sagesses orientales ne se sont jamais posé la question du bonheur, donc c'est vraiment un trait culturel. Et il me semble que la question philosophique du bonheur est, pendant l'Antiquité, pensée comme une absence de frustration du désir. Donc il y a bien un lien entre la pensée du bonheur et la pensée du désir, en ce sens que le bonheur serait ce bien suprême qui va éteindre le désir dès qu'on le possède. Donc il s'agit en fait en permanence de s'écarter du désir parce que tout simplement il fait souffrir. Et évidemment, l'une des réponses qu'a apporté le stoïcisme, c'est l'ataraxie,
C'est-à-dire que l'ataraxie, c'est la capacité à cultiver ses désirs, donc à les contrôler, et à échapper ainsi aux troubles du désir. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on compare en fait ces deux grandes écoles que sont d'un côté l'épicurisme et de l'autre le stoïcisme, on s'aperçoit que dans les deux cas, il y a la volonté de rejeter en fait quelque chose qui serait de l'ordre d'une perturbation de l'imaginaire. Et aussi, il est question de déconstruire en fait des besoins, mais des besoins qui seraient imaginaires. Et donc, c'est en s'affranchissant de ces besoins imaginaires que l'on pourrait finalement s'affranchir de ces désirs qui sont considérés comme inutiles. Alors, qu'est-ce que je retire de cela? Je retire que, d'abord, l'idée que les Grecs ont déjà distingué le désir et le besoin. Et ça va être en fait, ça va être mon point de départ, parce que je vais essayer de vous expliquer, enfin vous montrer plutôt que vous expliquer, que finalement, on peut comprendre le marketing comme une anti-philosophie, sachant que c'est pas non plus une science, donc j'ai une position un petit peu délicate. Enfin, quand je dis anti-philosophie, c'est-à-dire que je pense que le marketing a finalement inversé les préceptes de la philosophie antique et notamment les préceptes du stoïcisme et de l'épicurisme. Et c'est pour ça que j'ai appelé dans certaines publications au retour de l'épicurisme qui me semble être une voie de sortie de la société d'hyperconsommation. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, pour expliquer ce point, donc, je pense qu'il est important quand même que je précise par ce qu'on entend par marketing et peut-être par société de consommation. Je remercie ma femme Laurence de m'avoir trouvé cette image qui dit à peu près tout ce que je vais essayer de dire en un quart d'heure. Donc, je vous rappelle que, donc d'abord, il ne faudra pas parler de tout ça forcément dans vos copies mois de mai. Hein. C'est juste pour votre curiosité personnelle, on est bien d'accord. Le marketing est une technologie, ce n'est pas une discipline, ce n'est pas une science, ce n'est pas un art, c'est simplement une technologie qui a pour objet de créer des marchés, d'augmenter la taille de ces marchés pour créer de la valeur économique. Et ce qu'ont compris les marketeurs, c'est que pour créer et capturer de la valeur économique, il faut nécessairement détenir de la valeur symbolique et doter les marchandises d'imaginaire. Alors Marx avait déjà entrevu cette question parce qu'il parlait du fétichisme de la marchandise, en référence à une sorte de religion animiste qui allait projeter une dimension de sacré sur les marchandises. Mais je pense que Marx est passé à côté du symbolique. Donc, ce qui explique aussi mon ancrage disciplinaire, parce que donc moi, mon ancrage, c'est la sémiotique aussi, c'est-à-dire la sémiotique qui n'est pas la même chose que la sémiologie. La sémiologie s'intéresse à l'interprétation des signes, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire. La sémiotique s'intéresse à la construction du sens. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va construire de la signification, sachant qu'il y a un parcours qu'on appelle le parcours génératif de la signification. Donc c'est une méthode en fait. Bon. Et on ne peut pas, me semble-t-il, comprendre le désir si on ne s'intéresse pas à la question du sens. Et ça sera ma conclusion, mais je vais quand même donner l'idée maintenant. Moi, je suis très proche, enfin en tout cas en pensée, d'un philosophe contemporain qui s'appelle Bernard Stiegler. Je vous recommande d'aller voir un petit peu ce qu'il écrit, notamment sur le site Ars Industrialis, mais aussi de regarder un petit peu ce qu'il écrit dans ses ouvrages. Parce que l'idée fondamentale de Bernard Stiegler, c'est que on vit aujourd'hui ce qu'il appelle une crise de l'économie libidinale, c'est-à-dire une crise du désir, qui est attestée par la plupart des psychothérapeutes qui expliquent qu'à partir du moment où on est dans une société dite permissive, cette société n'est plus structurée par les névroses, mais par le manque de désir, donc il y a une crise du désir, et cette crise du désir correspond à ce qu'il appelle une misère symbolique, c'est-à-dire une crise du sens. Et je pense que ça, c'est la question fondamentale qu'il faut penser pour changer notre modèle de consommation, qui, je rappelle, structure aussi notre modèle de société.
Donc, ce qui est très important et qui fait la différence entre le besoin et le désir, ben, c'est que, et ça les Grecs l'avaient déjà compris, hein, c'est que l'animal n'a pas de désir, il a des besoins parce que pour qu'il y ait un désir, il faut nécessairement qu'il y ait une dimension imaginaire. Non, mais ça je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais là c'est moi qui ai la parole. Donc, je vous renvoie à un triangle toujours très intéressant d'un psychanalyste qui a eu son heure de gloire, qui s'appelait Jacques Lacan, réel, imaginaire, symbolique. C'est dans cette triade que va s'inscrire le désir, en fabriquant de l'imaginaire et en fabriquant du symbolique. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le marketing? C'est tout simplement une technologie qui permet d'enrichir les biens d'un imaginaire, donc c'est-à-dire du sens partagé collectivement et qui va créer des vibrations, des résonances émotionnelles, et de forger donc un système de représentation symbolique. Et ça, c'est au cœur de la mécanisme de création du désir. Ce qui caractérise le désir, c'est aussi la question de la tension. C'est-à-dire qu'on est tendu vers une fin, et donc c'est intéressant parce que donc il faut considérer, me semble-t-il, le désir sous la forme d'un processus, donc d'une quête. Et tout le problème qu'ont dû résoudre en fait les hommes et les femmes qui ont inventé cette technologie au XIXe siècle, c'est-à-dire au moment de la révolution industrielle, c'est comment vendre plus aux individus. Et pour répondre à cette question, nécessairement, il a fallu dépasser la question du besoin. Donc, ce qui veut dire que la société de consommation est une société qui produit et commercialise des marchandises dont fondamentalement nous n'avons pas besoin. Et donc le désir est devenu, si je puis dire, la valeur de réserve d'une société, d'accord, dans laquelle on est dans l'excès constant par rapport aux besoins. Ce qui veut dire que derrière cette question du désir, il y a effectivement la question qui vient d'être abordée, la question de l'addictologie, hein, parce que le marketing s'appuie essentiellement sur le circuit de la dopamine, qui est le circuit de la récompense, donc nous vend du plaisir. Pourquoi? Parce que ce circuit, comme il était montré, est un circuit addictif. D'où l'idée de Bernard Stiegler que le capitalisme est proprement addictologique, c'est-à-dire qu'il sert à produire de l'addiction parce qu'il faut faire consommer toujours plus. Contrairement au circuit de la sérotonine, qui justement est apaisant et qui est justement le circuit de la félicité et le circuit du bien-être. Donc il y a deux circuits qui fonctionnent plus ou moins de façon opposée. Mais on ne peut pas soutenir le système productif si on n'est pas autour de la question du désir, donc on sort de la question du besoin. Donc c'est pour ça qu'il y a une notion qui revient à la mode aujourd'hui, parce qu'il y a les enjeux de sustainability, qui est évidemment la question de besoin artificiel. Il y a un livre qui est sorti là-dessus à la rentrée, qui pose plein de questions, savoir par exemple comment définit-on ce que c'est qu'un besoin artificiel ou naturel. La réponse était chez Épicure, évidemment, les désirs naturels et nécessaires. Bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça pose plein de questions, notamment sur, finalement, quelle est la fonction du marketing. Est-ce que le marketing, c'est la capacité de proposer des choix dans ses désirs? Donc, c'est en gros, marketing signifie la liberté, donc la liberté de choisir. Ça, c'est une façon de voir le marketing. Est-ce que le marketing, c'est plutôt lié au pouvoir, à la domination et au contrôle des affects? Ça, c'est une autre façon de voir le marketing. Ou est-ce que le marketing est plutôt une affaire de désir et de séduction? C'est-à-dire qu'on est dans l'érotisation de la relation. Et il est évident qu'une grande partie de l'imaginaire qui a été produit notamment par l'industrie publicitaire, c'est finalement arc-bouté sur la question du désir, avec en permanence la métaphore du désir sexuel. Alors j'insiste là-dessus parce que il y a évidemment, vous avez remarqué, une extension continuelle du domaine du consommable qui caractérise la société de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se contente pas de parler de consommation pour des produits alimentaires, mais pour des relations, pour des expériences. En fait, aujourd'hui, tout est consommable. Bon, donc cette extension, en fait, a une conséquence fondamentale, c'est que elle nous éloigne encore plus de la question du besoin et de la nutrition.
C'est pour ça que certains collègues, notamment en Angleterre, aux États-Unis, appellent à ramener le champ du consommable à la question de la nutrition. Donc, c'est-à-dire à des questions physiologiques, c'est-à-dire à la question du vital. Et ce qui est antithétique avec un impératif de marché qui va justement être dans l'extension permanente. Donc, il est évident que le marketing s'est appuyé quasi exclusivement sur l'hypersexualisation de la marchandise, en fait avec un lien permanent entre le consommable et le désir. D'accord ? Là, on vend quand même des biscuits. Hein. Bon. Et donc, évidemment, avec la manipulation constante des affects. La manipulation constante des affects. Et donc, là, je pense qu'on franchit, comme ici, la ligne droite, enfin, qui est grise, qui est qu'il y a une différence fondamentale entre l'érotique et le pornographique. Le pornographique montre tout, ne cache rien. Donc ça, on est à la limite, même si on reste dans la métaphore. Or, le marketing est passé à côté de la dimension proprement érotique, d'accord, qui est justement la dimension du désir, qui est dans un jeu permanent du caché et du montré. Bon, ce qui, évidemment, contribue à une sorte de vulgarité, d'affaissement du sens et de perte de repères symboliques. C'est-à-dire la répétition de codes vides, ou qui tournent à vide, qui ne produisent pas de sens, et donc qui vont finalement créer de la souffrance et de l'insatisfaction. Et vous voyez donc cette émotionnalisation constante de la marchandise. C'est-à-dire que là, on s'éloigne du fétichisme de Marx, parce que chez Marx, il y avait la question du sacré, pour aller vers quelque chose qui est l'hyper-émotionnalisation et que Eva Illouz, la sociologue, appelle des émodities, c'est-à-dire des émotions marchandises. Hein. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on n'achète plus uniquement des marchandises physiques, on achète des émotions, hein, ce qui est la caractéristique principale de ce qu'on appelle l'économie de l'expérience. Donc, il y a une hyper-émotionnalisation de tout, qui évidemment pose problème. Ça, ce sont des doudous qui sont vendus dans la boutique Harley-Davidson de Chicago. Bon. Alors donc ça, c'est le premier point qui est la distinction nécessaire qui a dû opérer le marketing entre d'un côté le désir et de l'autre le besoin. La deuxième chose, deuxième point qui est aussi désagréable, c'est-à-dire qu'en fait, ce que j'essaie d'expliquer dans cette première partie, c'est que le marketing ne cherche pas à ce que vous soyez heureux, il cherche à créer de l'insatisfaction constante. Et un très grand livre qui avait été écrit par Susan Strasser en 1990, je crois, qui s'appelle Satisfaction Guaranteed, c'était sur l'histoire du marketing. On réécrirait l'histoire aujourd'hui, ça s'appellerait Insatisfaction Guaranteed. Parce qu'il faut toujours soutenir, en fait, le système productif. Et donc, il faut toujours créer cette distance à l'objet qui est la seule façon de nourrir le système productif dans son état actuel, à moins qu'on restructure totalement le système productif, ce qui va de toute façon devenir une nécessité. Alors ça, c'est en cela que je dis que le marketing est une anti-philosophie. Deuxième point, c'est que je suppose que vous avez abordé, j'espère quand même, 26 janvier, la théorie de René Girard sur la rivalité mimétique. Bon, sinon, il faut s'y mettre dès cet après-midi. Donc, d'abord, avant de venir à Girard, je rappelle que quand on parle de société industrielle, on est aussi sur la question de l'industrialisation des émotions, sur la manipulation des opinions, sur la création des émotions. Et ça, c'est ce que nous explique déjà Edward Bernays en 1927. Bon, Edward Bernays, qui était le neveu de Freud, donc autrichien, qui va s'exiler aux États-Unis, qui va créer finalement le métier de consultant en communication et en marketing, en utilisant les thèses de son oncle, et donc qui va justement être capable de normaliser en fait les désirs des consommateurs. Donc c'est lui notamment qui a fait en sorte que les femmes fument dans les espaces publics. Bon.
Vous irez voir, il y a plein, je vous incite à aller voir, il y a des vidéos très intéressantes sur le travail d'Edward Bernays sur YouTube, mais là, malheureusement, on n'a pas le temps parce qu'on a vu les marshmallows. On ne peut pas tout avoir. Et donc, la deuxième étape, en fait, c'est un monsieur qu'on a un peu oublié, mais qui est très, très important dans l'histoire du marketing et de la consommation. C'est un autre Autrichien, on va se poser la question aussi, Ernst Dichter, et qui a lancé, en fait, dans les années 50, ce qu'on appelle la recherche motivationnelle. Parce que tout à l'heure, on parlait des motivations. Et il avait fait notamment un livre qui est introuvable, qui s'appelait La stratégie du désir. Et vous voyez, c'est une philosophie de la vente. Bon, ça n'a rien de philosophique. C'est un livre de recettes, d'accord, qui vous dit en gros, voilà comment devenir millionnaire. Voilà, si vous voulez devenir millionnaire, là, je vous donne le tableau. Je vous enverrai les slides si vous voulez. Il a montré quelles sont les motivations profondes sur lesquelles on peut s'appuyer pour vendre des marchandises. Donc c'est la structuration du désir consommatoire. Parce que je sais que tout à l'heure, Catherine va me poser une question sur le désir marchand, question à laquelle je n'ai pas la réponse, je tiens à le préciser tout de suite. Et donc vous voyez que vous prenez ce tableau, d'accord ? Vous pourrez prendre n'importe quelle communication, on va toujours s'appuyer sur un des leviers, d'accord ? La sécurité, la désir d'individualité, le désir de statut, etc., etc. Donc là, on a une mise à jour, en fait, de la relation, d'une rhétorique de la vie marchande, qui est intéressant, et qui s'appuie donc sur ce que Dichter appelait les désirs donc inconscients. Et vous voyez bien que c'est bien dans la lignée de la psychanalyse. C'est l'époque à laquelle les marketeurs étaient absolument fascinés par la psychologie et la psychanalyse. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est fasciné par les neurosciences. Et donc le big data et toutes ces choses-là. Bon, alors, j'en viens à Girard. Il faut absolument que vous lisiez les ouvrages de René Girard, d'accord, notamment La violence et le sacré. Parce que c'est vraiment, je pense, la théorie qui sous-tend tout l'édifice marketing. Donc, je vous rappelle le principe, d'accord ? C'est que Girard, qui va s'abreuver très largement un autre philosophe qui s'appelle Hobbes, va montrer que le désir existe parce que l'homme est un être social et que le désir d'un objet est toujours médié par un autre. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un désir d'objet, mais du désir, c'est-à-dire du désir de l'autre. Donc c'est l'idée d'une rivalité mimétique qui fait que les individus désirent des objets parce que d'autres les désirent également. Et c'est en gros tout ce qui sous-tend ce qu'on appelle l'industrie du luxe, dans lequel l'objet ou l'objet de luxe n'est qu'un prétexte pour construire de la rivalité entre les individus. Donc, ce qui va m'amener à une définition possible du marketing, mais que vous n'écrirez, je vous en prie, pas dans vos copies, enfin, si vous voulez rentrer à l'ESCP en tout cas, c'est que le rôle du marketing, c'est de créer de la rivalité entre les individus. Parce que c'est cette rivalité qui va produire de la désirabilité marchande et qui va permettre d'accroître le prix. Et ça nous expose en fait à un autre problème, qui est que quand on va un petit peu plus loin dans la théorie de Girard, en fait, on s'aperçoit que il y a la question de la haine qui est très très présente chez René Girard, qui est structurante dans son travail, la haine de l'autre, mais la haine de l'autre que je vais finalement abolir, je vais détruire finalement l'autre. Donc on est dans une dialectique très très hegelienne, mais finalement l'autre est ce qui me permet de me cacher à moi-même ma propre vacuité. Et il y a déjà chez René Girard des passages extrêmement intéressants sur la critique d'une notion qui aujourd'hui est très très à la mode dans les entreprises, qui est l'authenticité. En montrant que on veut toujours montrer son authenticité justement par des logiques de rivalité, mais qu'en fait cette quête d'authenticité, selon Girard, en fait est totalement vaine. Donc on arrive à cette idée finalement de la vacuité existentielle et la question du sens. Donc je rappelle cet embranchement par lequel j'avais commencé,
par lequel j'avais commencé, entre le désir et la signification. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de désir s'il n'y a pas de sens. Ce qui est toute la question du rôle des marques aujourd'hui. Quelle est la capacité des marques, finalement, à produire du sens et à produire de la narration? Alors, je ne sais pas, il me reste combien de temps encore? Une heure? C'est ça, 1 heure. Non, mais en gros, enfin, en petit même. 5 minutes, d'accord. Bon, alors, donc ça pose deux questions. D'abord, la question de la tension, c'est-à-dire de la quête. En fait, on peut opposer 2 modèles qui sont celui de la quête et celui de la prise, qui serait celui de la jouissance. Je défends l'idée que le marketing a choisi le modèle de la quête et pas le modèle de la prise. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de procurer de la jouissance, l'objectif est de créer les conditions d'une quête incessante. Et c'est pour cela que les gens qui travaillent sur la consommation et sur le marketing ont toujours été absolument fascinés par tout ce qui concerne la narratologie, donc l'analyse en fait structurale des récits, sur les modèles de narration, donc l'épopée, le drame, la romance, etc. Et sur cette idée de la construction d'une histoire, et sur cette idée donc qui va en gros émerger avec la littérature courtoise au XIIIe siècle, qui est que la relation d'amour et de désir est liée à une narration et est liée à une quête, avec des épreuves. Bon. Et donc, derrière ça, il y a une question fondamentale, qui est de savoir, finalement, est-ce que la société de consommation s'est construite sur un modèle de la jouissance ou sur un modèle à la Casanova ou à la Don Juan? Et je pense qu'on est plutôt dans le deuxième cas de figure, c'est-à-dire Casanova est celui qui est en quête, mais qui n'est pas dans la prise. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui recherche la jouissance. Il y a eu des travaux très intéressants, notamment d'un psychanalyste qui s'appelle François Roustan, sur cette question de la quête, donc le désir qui ne finit jamais, mais qui n'est jamais dans la prise et qui n'est jamais dans la jouissance. Donc ce que je veux dire par là, c'est que du coup, ça crée nécessairement de la frustration. Mais on ne peut pas augmenter la taille des marchés si on ne développe pas ce sentiment de frustration. C'est absolument nécessaire. Ce qui, évidemment, n'est pas le discours des marques. Je parle des pratiques, je ne parle pas des discours. On comprend bien qu'il y a un décalage entre ce que les marques racontent et les mécaniques sur lesquelles elles s'appuient. Voilà. Et donc, je vais terminer sur cette idée, c'est qu'il y a finalement une dimension eschatologique dans tout ça. C'est-à-dire que le marketing, c'est toujours abreuvé à la question de la religion, dans le sens d'un faire croire, et notamment dans les religions qui nous parlent d'un événement toujours à venir. Et c'est en cela que je pense le désir structure finalement cette technologie qui est le marketing, parce qu'en fait, on nous parle toujours d'un événement à venir. Cet événement à venir, en fait, ça sera en gros la prochaine collection. D'accord ? Et donc intervient ici une dimension fondamentale de tout cela, qui est finalement, qu'on n'attendait pas forcément, mais qui est la mode. Parce que la mode est une technologie qui a été inventée au XVIIe siècle, Louis XIV, en gros, pour accroître la fréquence d'achat. Et donc, l'idée, c'est qu'on n'est pas dans la jouissance d'un objet que je viens d'acquérir, puisque sitôt que j'ai acquis cet objet, on va me parler du prochain, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence de style. Et donc, ce système de la mode, en fait, est lié à une idéologie qui structure la société de consommation, comme l'a montré un sociologue anglais qui s'appelle Colin Campbell, et qui a montré que la société de consommation, en fait, était une société romantique, au sens où l'être romantique est celui qui recherche en permanence l'excitation sensorielle, la nouveauté, et donc ce qui va se passer.
Donc on est toujours en fait dans l'attente. On est toujours dans l'attente, mais je pense que malheureusement, cette attente ne peut que engendrer de l'insatisfaction et de la frustration. Voilà. Donc je pense que c'est à tout ça qu'il faut réfléchir. Et là, je m'adresse à vous, pas simplement en tant qu'étudiant qui allait intégrer des grandes écoles, mais en tant que citoyen. Parce que je pense qu'il faut collectivement restructurer tout ce système qui, finalement, n'apporte pas beaucoup de bonheur. Voilà. Je vous remercie.